Notre invité ce matin, Nicolas Hulot. Bonjour. Bonjour. Nicolas Hulot, première grande interview sur votre domaine si large. Vous êtes ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Et à vos côtés, deux secrétaires d'État nouvellement nommés avant-hier. Brune Poirson, élue députée du Vaucluse, ancienne circonscription de Marion Maréchal Le Pen, dimanche dernier élue. Quel sera son rôle? D'ailleurs, au passage, n'oubliez pas non plus qu'à mes côtés, il y a Elisabeth Borne, Oui, Elisabeth qui est la Borne ministre aussi, des Transports qui est ministre et de la des mobilité Transports. durable. Voilà. Alors, Brune Poirson. Il en est Que fera-t-elle de Brune comme de Sébastien Lecornu, Oui, qui sera aussi à vos côtés. qui sont à mes côtés. Et on est en train de définir, en fonction d'abord de leur sensibilité, de leurs compétences, leurs attributions, mais qui seront de toute façon transverses. Parce que, comme vous l'avez dit, le sujet qu'on porte, c'est un sujet presque sociétal. C'est une transformation de société. Enfin, moi, je voudrais placer l'enjeu écologique à ce niveau-là. C'est pas un sujet vertical, c'est un changement de paradigme. Alors, une fois qu'on a dit ça, la tâche est évidemment excessivement lourde. J'ai le sentiment que pour ce qui concerne Brune Poirson, la mer, la biodiversité, les océans sont des sujets qui vont lui être spontanément et rapidement familiers. Quant à notre camarade Sébastien Lecornu, sa connaissance des territoires, elle est très importante. Parce que la transformation écologique, énergétique, agricole, elle est conditionnée à la dynamique des territoires. Et il y a sur ce sujet-là, comme dans beaucoup de pédagogie, mais surtout beaucoup de concertation et beaucoup de dialogue. Donc Brune Poirson, secrétaire d'État chargé particulièrement de la mer. Oui, de la mer, mais par exemple là, elle va aller au Luxembourg, au Conseil européen de l'énergie. Elle va aussi m'aider sur ces sujets-là. Parce que je peux pas faire comme Jean-Luc Mélenchon et avoir des hologrammes partout. Oui. Donc il est important aussi que la France, dans tous les processus européens, les processus de négociation internationale, on soit là pour affirmer et prolonger un certain nombre de leadership ou de positions de la France. Sébastien Lecornu, donc je vais une forme d'aménagement du territoire, mais enfin d'aménagement du territoire, il y a énormément de sujets, parfois de concertation, parfois d'opposition sur le territoire. Et l'idée, encore une fois, c'est que sans les élus, sans les régions, sans les territoires, sans les départements, la transition écologique, on n'y arrivera pas. Donc je pense que ça peut être l'homme du dialogue et de la concertation. Bien, canicule, pollution de l'air, sécheresse, besoin en eau, réchauffement climatique, il y a urgence. Qu'avez-vous envie de dire ce matin ? Écoutez, d'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, j'arrive dans une situation que j'aurais préféré éviter pour ne pas me retrouver dans une situation aussi critique. On a laissé pendant des années, et moi, du côté des ONG, nous avons tiré la sonnette d'alarme, des situations dégénéraient, des tendances lourdes se mettre en place. Et donc, nous sommes dans des situations, parfois, où pour pouvoir les résoudre, il va falloir bâtir des stratégies. La santé et l'environnement, qui est un sujet, évidemment, que nos concitoyens perçoivent, maintenant, malheureusement, d'une manière assez flagrante et probante, c'est une des priorités de mon ministère, en association avec deux autres ministres. Et on va bâtir ensemble des stratégies longues et durables, la ministre de la Santé et la ministre de la Recherche. Voilà. Alors, il y a des situations d'urgence qu'il faut traiter, bien entendu, et la santé doit primer sur toute autre considération, même si je comprends que parfois des décisions, par exemple, quand on fait la circulation différenciée en Ile-de-France ou à Paris, j'ai immédiatement conscience de la triple peine que cela inflige. La circulation qu'on fait souvent trop tard. Hein. Oui, mais j'entends bien. Mais croyez-moi, sur ce sujet-là, j'ai bien entendu et j'ai bien compris que parfois, il y a un temps de latence et donc on va y remédier. J'en ai parlé avec Agnès Buzyn hier. On va faire en sorte qu'on n'attende pas si longtemps pour prendre un certain nombre de dispositifs. Mais je suis obligé, évidemment, et seule la parole de la science et de nos agences comptera dans la rationalité de nos décisions, pour ne pas les prendre non plus à la légère, simplement parce que j'ai bien conscience que la personne ou la famille qui a été éloignée des centres urbains parce que les prix du marché dans l'immobilier font que les gens se sont mis dans des zones où le marché de l'immobilier était moins cher, ils n'ont pas souvent accès à des transports doux ou à des transports collectifs, et on les a incités pendant des années avec la fiscalité, notamment du diesel, à acheter des véhicules polluants. Donc ce qui est très important aussi, c'est, si mon ministère s'appelle Transition écologique et solidaire, c'est que sur le moyen terme, je dois aussi penser dans les décisions que nous prenons à ces hommes ou à ces femmes que l'on a mis dans une impasse. Alors justement, fiscalité sans diesel, vous en parlez bientôt la même quand ?
La même quoi? Fiscalité, essence diesel. On va faire un rattrapage. Laissez-nous dans la loi de programmation. Dans combien de temps? On va le faire assez rapidement. Non, mais on va le faire assez rapidement. Ce qu'il faut surtout, encore une fois... C'est-à-dire que la fiscalité sera la même? À terme, oui. Laissez-moi avec le... Pour tous les véhicules professionnels ou particuliers? La fiscalité sur le diesel, en tout cas à la pompe, sera la même dans un horizon assez proche. Même que la fiscalité sur l'essence. Absolument. Oui. Mais, Jean-Jacques Bourdin, comprenez simplement une chose, c'est que là, on prend un point de la fiscalité. Oui. Ce qui m'intéresse dans ce domaine comme dans d'autres, c'est que c'est pas un détail, c'est très important. Mais moi, je veux avoir une vision globale de la fiscalité. Oui. Parce que jusqu'à présent, la fiscalité écologique, elle était d'abord systématiquement punitive et elle était additionnelle. Oui. Bon, si on veut que la fiscalité nous aide à structurer les modes de consommation et les modes de production et nous emmène vers des comportements vertueux, il faut que tout cela se fasse dans une vision globale de la fiscalité et que ça soit pour beaucoup de nos concitoyens, de nos petites entreprises ou de moyennes entreprises à pression fiscale égale. Donc ce qui est important, c'est ce déplacement de la fiscalité qui pénalise le travail pour aller, encore une fois, se déplacer sur la régulation des flux énergétiques, des prélèvements des ressources naturelles, les impacts environnementaux. Moi, je voudrais dans ce domaine-là, et je vais discuter évidemment notamment avec Gérard Darmanin et avec Bruno Le Maire, qu'on essaie d'avoir une vision globale. Alors justement, vision globale, l'État ne délivrera plus de permis d'exploration d'hydrocarbures, on est bien d'accord? Alors, laissez-moi sur ce sujet-là aussi y apporter une petite nuance. Là aussi, j'hérite d'une situation. Oui. Il y a un certain nombre de permis qui ont été autorisés. Oui. Il y a ce qu'on appelle des droits acquis. Oui. Si je reviens dessus brutalement, on aura évidemment des contentieux et des astreintes excessivement lourdes. Croyez-moi, le budget de la France n'en a pas besoin. Donc pas de nouveaux permis. Alors, pour qu'il n'y ait pas de nouveaux permis, on doit changer par la loi. Vous allez changer par la loi? Et on va le faire dans un délai très court. Bien entendu, c'est le meilleur moyen. Nouvelle loi, nouveau code minier. Oui, en tout cas, pour faire en sorte que nous ayons les latitudes que nous n'avons pas dans le code minier actuel pour pouvoir dorénavant interdire toute nouvelle exploration d'hydrocarbures sur les territoires métropolitains et nos territoires d'outre-mer. C'est une des priorités. Pas de pétrole de schiste, pas de gaz de schiste, pas de Là, pour l'instant, d'exploration. Je suis en train de vous dire qu'il n'y aura aucun permis d'exploration, parce qu'un permis d'exploration, c'est pas tacitement, c'est que juridiquement, il y a un droit de suite, et après, il y a un permis d'exploitation. Donc simplement, quand la loi on va la préparer cet été et on la fera voter à l'automne. Mais juste pour que chacun comprenne, il y a en métropole et dans certains territoires des droits qui ont déjà été donnés. On va quand même essayer de négocier, bien entendu. Mais nous avons évidemment une forme de contrainte juridique. Et je dis ça parce que dans beaucoup de sujets, moi j'arrive à un moment très précis où je reçois en héritage des décisions qui ont été déjà juridiquement verrouillées. Bon, autre sujet, je change complètement, les loups. On a beaucoup parlé hier de ça m'a pas échappé. Ce qui s'est passé, vous a pas échappé. Alors, les loups sont de plus en plus nombreux, ils étendent leur territoire, évidemment. Alors, vous avez permis, enfin, il y a chaque année un nombre défini de loups que l'on peut abattre. On est bien d'accord. C'était 38 pour l'année qui vient, c'est-à-dire du 1er juillet au 30 juin prochain, ce seront 40 loups. Non. Alors, la réponse est non. D'abord, ça n'est pas décidé. Et là, vous évoquez la situation d'avant. Oui. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai géré d'abord une situation très particulière et j'ai donné la possibilité, dans des circonstances très précises, et sous l'autorité d'un préfet coordinateur, à 2 tirs de défense qu'on appelle encadrés, c'est-à-dire que c'est une forme de légitime défense. Non, c'est pas. C'est dans des situations très précises. Donc peut-être que ces 2 autorisations éventuelles ne seront pas utilisées. Mais moi, ce qui m'intéresse, attendez, ça c'est très important. Là aussi, comme dans beaucoup de domaines, c'est de remettre tout le monde autour de la table. Et on va engager, c'est déjà parti, mais moi je vais m'y impliquer à partir du mois de septembre, une remise à plat du dispositif. Et on va co-définir ensemble, avec les éleveurs d'un côté et avec les ONG de l'autre, un schéma pour les 4 prochaines années qui démarrera à partir du 1er janvier de l'année 2018. Et donc je remets tout à plat, mais avec un préalable. C'est que il faut que chacun accepte que le pastoralisme et le loup doivent trouver une solution. C'est-à-dire ceux qui me disent on ne touche à aucun loup
Oui. C'est pas recevable. Et ceux qui disent que il ne faut plus de loups du tout, c'est pas recevable non plus. Donc à partir de là, on va faire l'évaluation de ce qui a fonctionné. Oui. Parce qu'il y a des systèmes qui ont fonctionné, mais pas suffisamment. Et on va regarder foyer d'attaque par foyer d'attaque. Donc tout le monde autour de la table en septembre. Et on bâtit une stratégie sur les 4 prochaines années. Parce que moi, de dire... Oui. D'abord, imaginez pour moi... Vous êtes en porte-à-faux, là. C'est pas que je suis en porte-à-faux. Est-ce que je peux faire abstraction, même si j'ai une fibre, évidemment, écologiste et naturaliste. Croyez-moi, on peut la remettre en cause et de signer un éventuel abattage de 2 loups. Je pense que c'est ce qu'on peut faire de plus dur dans ma fonction. Mais est-ce que je peux ignorer ces éleveurs qui, depuis le début de l'année, ont vu près de 10 000 brebis égorgées, des charniers quand ils arrivent le matin sur leur troupeau? Est-ce que je peux ignorer leur détresse psychologique? Et est-ce que, pardon, mais le sort d'une brebis et le sort d'un loup, on doit les opposer ou au contraire les additionner? C'est un sujet où j'aimerais bien, encore une fois, que chacun comprenne qu'on ne peut pas être en tension permanente et que je suis sûr qu'on peut trouver là, comme dans d'autres sujets, une intelligence collective. Alors un mot sur les animaux, la corrida, vous êtes favorable à son interdiction? Moi, je vais pas changer d'avis parce que je suis ministre. Oui, non, justement. Voilà. Donc justement. Je ne suis pas pour la corrida, mais en même temps... Faut-il aller jusqu'à l'interdire? Écoutez, ça fait partie des débats de société. Et parce que c'est un débat culturel, c'est un débat... Vous le mettrez sur la table? En tout cas, je pense qu'il ne faut pas l'esquiver. Voilà. Il ne faut pas esquiver ce débat. Il ne faut pas esquiver ce débat. Il faut l'ouvrir donc. Oui, voilà. Mais moi, chacun connaît ma position. Oui. Voilà. Et donc, est-ce que ma position doit primer sur un débat de société? C'est un débat culturel, c'est un débat régional, c'est un débat identitaire. Voilà. Moi, je ne vais pas tamiser mon point de vue parce que je suis ministre. Votre région, la baie de Lannion, est-ce que vous allez interdire l'extraction du sable? Il ne vous a pas échappé d'abord que c'est dans le domaine de compétence du ministère de l'Industrie, mais que le ministère de l'Industrie l'a déjà suspendu. Oui. Bon, donc en l'état actuel, cette extraction du sable dans des zones quand même qui sont proches de zones de Natura 2000 sont suspendues. Je vais discuter probablement d'ailleurs dès cet après-midi avec Bruno Le Maire, dont c'est la compétence. Je ne vais pas là non plus changer d'avis. Je pense très sincèrement que ça n'est pas une bonne pratique et qu'il y a aussi un moment, il faut peut-être que l'on écoute les citoyens dans les régions concernées par ce type de difficultés. Parce que sinon, que veut dire le mot démocratie participative si quand il y a une forme d'unanimité sur une pratique comme cela, qui est assez justifiée, me semble-t-il, sur un plan environnemental. Une fois que j'ai dit ça, là aussi, il y a eu des autorisations qui ont été délivrées. Oui. Bon. Et donc si on revient en arrière, il va forcément y avoir un contentieux. Donc je suis obligé de prendre l'ensemble des paramètres et j'espère qu'on va trouver un point de médiation. Même chose pour le rejet des boues rouges en Méditerranée. Même chose. Alors ça fait partie des sujets sur lesquels je vais vraiment me poser. Parce que, évidemment, je connais ce dossier et là aussi la légitimité de l'indignation et encore le pire a été derrière nous parce qu'on a laissé faire pendant des années. Exact. Moi, encore une fois, je récupère une forme de laxisme qui s'est fait pendant des années et des années. Et maintenant, on se retrouve dans des situations où si on prend une décision ferme, on met un certain nombre de centaines ou de milliers de personnes au chômage. Donc on va essayer de regarder si on peut combiner cet impératif écologique, parce que franchement la Méditerranée, qui est une mer qui est au carrefour de toutes les difficultés, de toutes les agressions, elle n'a vraiment pas besoin de ça. Bien, elle n'a pas besoin de ça, on est bien d'accord. Elle n'a pas besoin de ces baux rouges. Non, on est bien d'accord. Même si la compagnie en question ou l'entreprise en question a déjà, sous la pression des ONG, et je veux saluer leur travail ici, fait beaucoup d'efforts, mais je vais maintenant évaluer si on peut aller plus loin et plus vite. Une grande idée, les états généraux de l'alimentation. Et il faut que ça reste une grande idée. Oui, qui vont commencer quand ? Alors écoutez, vous avez vu qu'il y a eu un changement de ministre à l'Agriculture. Oui. Monsieur Travers, que j'ai juste croisé au Conseil des ministres, aujourd'hui nous avons pris acte de nous voir dès la semaine prochaine. On va remettre ça à plat. Mon souhait, un mot quand même. Quelle est cette idée qui a été captée par le président quand il était candidat? J'en suis, avec mon ex-fondation, l'auteur. L'idée pour moi, d'abord, c'est de s'inspirer de l'état d'esprit du Grenelle, c'est-à-dire de mettre l'ensemble des acteurs durablement autour d'une table pour définir ensemble une vision et un nouvel horizon agricole et sur notre mode d'alimentation, dans lequel on traite tous les sujets, avec un préalable, c'est que chacun acte que la condition paysanne et des agriculteurs aujourd'hui est
tragique. Mais une fois qu'on a dit ça, nous sommes convaincus que d'autres modes de production, d'autres modes de consommation, un nouveau modèle économique, avec un horizon que la France ait sa souveraineté alimentaire, qu'on cesse d'importer des protéines végétales d'Amazonie, du Brésil, des États-Unis pour nourrir notre bétail. Mais en même temps, que l'on revalorise aussi la profession, qu'on redonne de la dignité aux agriculteurs, qui peuvent aussi produire de l'énergie, qui peuvent nous aider à lutter contre les changements climatiques. Et qui seront récompensés s'ils rendent des services environnementaux. Et qui seront récompensés le bio aujourd'hui, les coopératives bio, 33% de croissance. La plupart des produits viennent de l'étranger. Est-ce qu'on n'est pas dans une forme de schizophrénie? Il faut mettre tous les acteurs entre les producteurs et le consommateur, parce qu'entre les deux, il me semble qu'il y a beaucoup d'intermédiaires qui se payent sur la bête. Et ces états généraux, donc, commenceront quand? Alors moi je souhaiterais... Je pense que le ministre, mais je n'ai pas à me substituer à ses compétences et je ne voudrais pas lui faire l'injure de décider à sa place. Moi je souhaiterais qu'il y a des situations un peu d'urgence, notamment avec les producteurs laitiers, qu'en dehors de cette longue discussion, le ministre puisse apaiser, traiter un certain nombre de sujets et qu'après on puisse, d'une manière, encore une fois, rationnelle, engager ce processus. Et s'il doit prendre plusieurs mois, mais si on sort avec une feuille de route qui soit un nouveau virage de ce mode de production et de ce mode de consommation, et qui aura réconcilié le monde urbain, le monde rural, donner de la dignité, la sécurité à nos paysans, je me dis que si rien que ça, on y arrive, parce que c'est un sujet là aussi culturel. Alors j'ai 3 questions à vous poser. Des réponses précises, Nicolas Hulot. Les perturbateurs endocriniens, est-ce que la France, à Bruxelles, va garder la même position ferme? Alors, pour être très sincère avec vous, et la réponse va être très immédiate, quand je suis arrivé, il y avait un texte qui devait être voté. La première chose que j'ai demandé, c'est le report de ce texte. Donc déjà, le texte en l'état qui me semble insuffisant, j'ai fait en sorte qu'il soit reporté. Et c'était à quelques heures près. Là maintenant, nous avons sur ce sujet une discussion engagée depuis hier, parce que j'ai eu mon homologue allemand, Madame Barbara Hendricks, et nos services et nos cabinets sont en négociation. Donc je ne peux pas... La France va rester ferme. La France va rester ferme parce que la santé... Mon rôle, c'est d'aider à protéger les Français sur ces empoisonnements que nous distillons depuis des années et des années. Donc, il y a d'un côté ne pas perdre un certain nombre d'acquis. La Commission a quand même évidemment fait des progrès, mais il y a des exonérations dans le texte de définition des perturbateurs endocriniens qui, en l'état, sont inacceptables. Et donc, j'espère que nous allons pouvoir trouver une position commune avec l'Allemagne. Je m'y emploie, j'ai jusqu'au 4 juillet. Bien, l'EPR de Flamanville, avec ses inquiétudes autour de la cuve. Aujourd'hui, est-ce que vous donneriez l'autorisation? Alors, c'est pas à moi de me prononcer. Ah si, vous avez quand même votre avis à donner à un moment donné ou à un autre. J'attends d'avoir, notamment l'ASN, que je vais recevoir bientôt un éclairage sur lequel je me ferai une opinion. Mais là aussi, ce qui est important, il y a l'urgence. Est-ce qu'on donne l'autorisation? On va regarder ça très vite. Mais ce que je voudrais aussi savoir, c'est avoir une vision très claire sur où est-ce qu'on va dans notre modèle énergétique. Voilà. Et moi, il y a d'abord la loi sur la transition énergétique, et pour moi, elle n'est pas négociable. Et la première chose, moi, qui m'importe, ça va être évidemment de réduire notre consommation énergétique, l'efficacité énergétique, parce que c'est un facteur de compétitivité, et cette efficacité énergétique, elle vaut aussi pour les foyers, si on leur donne la possibilité de réduire à confort égal leur consommation. Vous allez aider d'ailleurs les foyers les plus modestes. Évidemment, parce que si mon ministère s'appelle Transition écologique et solidaire, c'est que c'est ma priorité. On va réduire la part du nucléaire. Quoi qu'il en soit, parce que je veux redonner le choix aux Français, à terme, de choisir quel modèle ils veulent. Et donc, laissez-moi simplement, et dans les temps très proches, annoncer quelle sera ma feuille de route sur la transition énergétique. Sur la transition. Alors, dernier mot, est-ce que vous allez limiter l'installation des éoliennes? Parce que j'ai vu vos réticences à propos des éoliennes. Non, c'est pas des réticences, c'est que je veux là aussi la rationalité. Et non, je ne vais pas limiter. Parce que je vois, par exemple, sur le haut plateau ardéchois, les protestations de tous les habitants. C'est là aussi, vous savez, on est à la croisée d'injonctions totalement paradoxales. C'est-à-dire qu'on est souvent contre tout. Et il y a un moment ou un autre, il va falloir qu'on choisisse. Et on est dans un système assez schizophrène. Quand on fait un appel d'offres pour mettre, par exemple, des éoliennes en mer, entre le moment où on fait l'appel d'offres et le moment où on va pouvoir planter
ou installer la première éolienne en mer, il veut se passer entre 12 et 15 ans. Et la situation actuelle, c'est que quand on va installer la première, le modèle sur lequel a été fait l'appel d'offres est totalement obsolète. Oui, entre-temps, on a doublé la capacité, donc on pourra en mettre 2 fois moins. Donc il faut qu'à un moment ou à un autre, on voit dans ces procédures, sans enlever un certain nombre de possibilités de recours, mais il faut savoir si la France a envie d'aller vers son autonomie énergétique ou pas. Donc on va essayer d'avoir un schéma d'ensemble, et il en est de ce domaine comme dans d'autres, et monsieur Castaner, monsieur Lecornu va m'aider sur les territoires à rationaliser évidemment ce développement. Merci Nicolas Hulot. Merci beaucoup. Venu nous voir. Merci.